C'est bon. Et bienvenue à tous dans cette 20e émission en direct sur notre page Facebook MX Réflexion. Et je me répète comme à chaque fois, mais si tu as quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'être en live avec nous, tu peux lui dire qu'il retrouvera ce live, ce fameux live en différé sur notre chaîne YouTube et sur notre site mxreflexion.com. Et pour ma part, je suis content de tous vous retrouver. Encore un invité de marque, encore Monsieur Blaise Abadi en face de moi. Je reviens de perdre les fontaines où je me suis régalé tout le week-end et surtout le fameux tirage au sort que tout le monde attend pour la loterie Sign Poster et l'association d'Axel Alétru pour le Grand Prix de France. Donc voilà, je laisse la parole à Blaise pour présenter ce fameux programme. Et toi Blaise, qu'est-ce que tu as fait ce week-end déjà pour commencer? Mais moi, pour ma part, un week-end roulage, un week-end entraînement à Gaillac-Toulza, sur le mythique circuit de Gaillac-Toulza, où bon, on a eu le beau temps, un beau circuit, donc toujours content de vous retrouver lors de ce live, très content de retrouver un invité de marque encore ce soir. On va le présenter juste après. Donc ce soir, on va poser des questions à notre invité. Ensuite, on parlera un petit peu du MX de l'autre côté de l'Atlantique, côté MX US. Et ensuite, on répondra à la question du jour. Et comme tu l'as dit, et comme tu l'as si bien dit, Nico, la question du jour, plus le tirage au sort pour aider les personnes atteintes d'un accident avec le tirage au sort, sign-up poster. Mais je te laisse présenter notre invité de marque. Ouais, alors là, sacrée marque, on peut dire. Triple champion du monde MX3, ancien pilote officiel KTM Red Bull, entre autres, parce qu'il a été aussi chez Yamaha et bien d'autres marques. Vainqueur du motocross des nations pour la France, et c'était la première fois que la France gagnait le motocross des nations, et c'était à Namur. C'est l'incroyable Yves de Maria. Comment ça va, Yves? Bonsoir à tous, mais ça va très bien. Ça va très bien. Bon. J'étais comme toi à Berne hier aussi. Donc voilà, tout va bien. Aujourd'hui, il y a le soleil. Hier, on a eu des orages, donc on a passé une bonne journée, donc tout va bien. Bon, t'as pas trop traîné à Perne. Je voulais te voir, je voulais venir te voir hier soir. Je me suis dit, il habite à côté, peut-être il va traîner un petit peu, et puis bon, plus personne. Et on m'a dit, il est parti, il était agacé. Est-ce que c'est vrai? Ouais, je suis souvent agacé quand mes pilotes ont fini la course. L'analyse à chaud, elle est jamais très bonne, même quand on gagne. Donc forcément, j'ai toujours des choses à dire. Et hier un petit peu, mais bon non, surtout. J'ai pas beaucoup de week-ends libres et voilà, ça m'a permis de rentrer tôt à la maison. Et justement, par Ouais, du rapport coup, à c'est ça, qui tes Yves, pilotes? vas-y Nico, vas-y. Ouais, du coup, c'est qui tes pilotes, Yves, pour ceux qui Hier, connaissent en pas? l'occurrence, c'était Pierre Goupillon et Nathanaël Bress, D'accord. donc voilà, qui ont fait l'élite en 2,5. Et je suis aussi Julien Lieber en MXGP. Donc voilà, c'est trois pilotes que je suis à l'année au sein de l'Academy of My Training. Donc voilà, c'est trois pilotes que j'ai tous les jours à l'entraînement et bien sûr sur les courses. Et justement, par rapport à ça, tu peux nous en parler un peu plus sur comment se passe ta retraite? Entre guillemets retraite, parce que tu es un jeune retraité. Ouais, je suis retraité de la compétition Voilà, de la depuis compétition. 2008. Ensuite, j'ai viré directement dans le coaching. J'ai suivi Christophe Charlier sur le titre européen. Ça a été le premier pilote en cross. Ensuite, j'ai suivi Randy Dupugnet en MotoGP pendant 1 an et demi. Après, je me suis tourné vers l'enduro avec Marc Germain. Après, j'ai travaillé pour Kawasaki, KRT pendant 2 saisons, 2011-2012, donc Gauthier Paulin, Xavier Bogue, Barragan, Sébastien Pourcel. Ensuite, j'ai fait 4 saisons avec Valentin Guillot, 2013-2017. Et puis cette année, en 2016, puisque 2017, j'étais avec Julien Lieber en 2,5. Et cette année, c'est trois pilotes, donc Julien Lieber, Pierre Goupillon et Nathanaël Bress. Ah, c'est assez polyvalent comme programme, parce que tu as eu quasiment toutes les disciplines, il te manque le trial au final. Ouais, le trial, je pense pas que j'irai parce que je maîtrise pas du tout. Après, ensuite, bon, ça reste un sport de haut niveau aussi. Ouais. Toutes les disciplines, je dirais, se rapprochent de toute façon quand tu as fait une synthèse de tout. Donc, effectivement, j'ai touché un petit peu à tout. Ouais, bien. Et toi qui as connu les années glorieuses du motocross, notamment un championnat de France dans les années 90, c'était un championnat qui était très très relevé, comme nous le disait Sébastien Torzelli quand il était notre invité du live. Ça te fait quoi, toi, de revenir sur les terrains et qu'est-ce qui, selon toi, a le plus changé? Qu'est-ce qui a changé? Les mentalités, tout simplement. Voilà, c'est l'évolution de la vie d'aujourd'hui, hein. Après, ça reste des compétitions, des courses.
Moi, au moment où on faisait le championnat élite, moi j'ai couru avec Sébastien. Il y avait tous les pilotes de Grand Prix qui le faisaient parce que les Grands Prix c'était seulement 10 Grands Prix, 10, 11 Grands Prix par an. Donc d'aller sur les championnats nationaux, c'était justement pour se rôder, pour être prêt en Grand Prix. Aujourd'hui, avec l'évolution du championnat, avec 20 Grands Prix, difficile de retrouver les pilotes de haut niveau dans leurs championnats nationaux respectifs. Et du coup, forcément, c'est vrai que les meilleurs pilotes français sont pas en championnat de France, mais représentent haut une couleur en championnat du monde. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il y a vraiment 2 championnats. Et bon, voilà, on peut regretter que ces choses-là, quoi. Et toi, tu prends toujours autant de plaisir quand même à venir sur le circuit? Moi, je prends toujours autant de plaisir. Ouais, moi, j'ai évolué, si tu veux, au fur et à mesure. Aujourd'hui, on est dans le vintage. Tout le monde rêve du vintage. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me fait vraiment bander, en parlant vulgairement. T'inquiète pas, personne nous écoute. Non, mais c'est pas le problème. Mais je le dis tous les jours. Tu sais, moi, j'aime bien dire les choses. Voilà, moi aujourd'hui, je prends du plaisir à rouler avec les motos actuelles. Et je prends pas vraiment de plaisir à rouler avec une moto qui a 20 ans. Même si c'est des belles motos, j'en ai encore, voilà, mais voilà, je vis avec mon temps et j'essaie d'évoluer en fonction de ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, tu te dis pas comme la plupart, c'était mieux avant, quoi. Non, justement, on me pose souvent la question, on me dit c'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant, c'était différent. Ouais. Voilà, aujourd'hui, quand on voit l'implication des usines, le matériel, la technologie, le salaire des pilotes, les budgets que ça représente pour faire évoluer tout ça, avant c'était pas du tout comme ça. Donc pourquoi c'était mieux avant et moins bien aujourd'hui? Moi je suis pas vraiment d'accord. Et les champions d'hier sont les champions d'aujourd'hui. Cairoli, il a gagné dans l'ancien championnat, il est toujours là aujourd'hui. Donc forcément il y a eu une évolution et chaque dizaine d'années il y a des évolutions et il faut faire avec. Et toi justement, quand tu parles des salaires des pilotes, toi qui as connu justement le haut niveau, alors nous on n'a pas connu le fait d'être payé, tu as connu le haut niveau dans les années 90, 2000, 2010 et bientôt 2020, est-ce que à ton avis c'était plus facile de vivre du motocross dans les années 90 ou aujourd'hui? Alors c'est différent. Aujourd'hui les très bons pilotes gagnent énormément d'argent. 10, 20 fois plus de ce qui se gagnait à l'époque. D'accord. Il y a 10 ans derrière. Peut-être pas 10 ou 20 fois, mais il y a un très gros écart entre les très riches et les très pauvres, on va dire, quoi. Oui, il y a un gros écart. À mon avis, 10 fois plus, c'est sans problème. D'accord. Donc voilà. Après, il y avait plus de gens qui gagnaient, mais beaucoup moins. Ouais. Aujourd'hui, c'est la vie. Voilà, c'était plus homogène. Mais aujourd'hui, c'est dans tous les métiers comme ça. Ouais, la classe moyenne a petit peu était en train de disparaître, quoi. Voilà, la classe moyenne, il y a plus d'écart. Il y a où tu as beaucoup d'argent, où tu n'en as pas. Donc voilà, c'est différent. Aujourd'hui, les mecs qui sont dans les 5-6 premiers du championnat du monde MXGP gagnent très très bien leur vie, bien plus que les champions du monde il y a 10 ans. D'accord. Donc, ouais, moi, ça me menait un petit peu à une autre question, ça arrive. Je suis un peu surpris de voir que au championnat de France Élite, on a de très très bons pilotes, c'est pas ça le souci, mais on aimerait avoir des pilotes qui roulent en mondial et qui font aussi le championnat de France Élite. C'était le cas à ton époque. Et comment tu expliques que, à mon avis, c'est pas la génération qui fait ça, c'est qu'il y a un petit souci en France, puisque en Hollande, on voit des pilotes comme Erlings. En Angleterre, il y a aussi un plateau qui est très très relevé. En Italie, c'est pareil, en début de saison, voilà, il y a tous les Top Guns du mondial qui y vont. Pourquoi en France, on n'a pas trop ça? Il y a quand même beaucoup plus d'argent à gagner à l'étranger qu'en France. Ouais. On en revient toujours à la même chose. Plus tu gagnes d'argent, plus tu vas en gagner. Donc forcément, si tu ne payes pas les stars, elles ne viennent pas. Oui, donc en fait, le plus gros souci, c'est au niveau financier au final. C'est toujours le niveau financier qui bloque. Pourquoi c'est le nerf de la guerre. Il faut pas c'est le nerf de la guerre. Pourquoi à Bercy, entre parenthèses, You Arena, on a des stars? Parce qu'on les paye. Si on ne les paye pas, ils ne viennent pas pour... voilà. Et ça coûte énormément cher. Donc voilà, et sur le championnat élite, c'est pareil. Si demain, on commence à filer de l'oseille à des très bons pilotes, ils viendront. Tu penses que c'est vraiment ce qui les a tirés, les très bons pilotes? Il y a pas d'autre source de motivation? Parce que j'ai parlé avec Fred Vial, j'adore discuter avec Fred parce qu'il a toujours des analyses assez tranchantes. Et il me disait, tu sais quoi, moi je serai à la tête de la FFM, je forcerai, disons que pour pouvoir participer au motocross des nations, il faudrait que les pilotes soient obligés de faire le championnat de France Élite. Tu penses que ça serait une solution? La solution, elle a été testée en Belgique.
Les pilotes belges, ils sont pas allés plus que ça au championnat belge. Ouais. Donc quand même sélectionnés. Donc aujourd'hui, on peut pas imposer des choses. C'est fini le temps où c'est fini le temps où on imposait des choses. Ouais. Aujourd'hui, le monde tourne autour de l'argent. Donc forcément, s'il y a de l'argent, il y aura les pilotes. Ça, c'est mon point de vue. Ensuite, il y a les circuits. Le fait qu'en Italie, il y a tous les pilotes de Grand Prix, c'est parce que ça démarre avant la saison. Donc, c'est des tests, c'est de la préparation. Et en plus, il y a quand même ce qu'il faut pour prendre une bonne prime. Le championnat de Hollande, c'est la même chose. Ça se déroule sur une journée. C'est les circuits de sable et il y a quand même de grosses primes. Donc, tous les teams sont basés là-haut. C'est une journée d'entraînement, en fait. Donc voilà, nous, le championnat élite, ça reste un programme qui, à mon avis, pas en grosse harmonie. Quand je vois les pilotes rouler à 8h15 le matin et attendre 14h pour faire la manche, ça motive pas. Ils roulent pas beaucoup. À l'époque, c'était sur 2 jours l'élite et ça a beaucoup changé. Voilà, donc il y a des choses qui sont certainement à revoir, mais je te dis une fois de plus, l'aspect financier est très important. Parce que pour déplacer un bon pilote, il faut une structure, donc il faudra payer aussi des structures, même si c'est pas les grosses structures qui se déplacent. Donc ça représente un coût. Et toi, justement, Yves, si je reviens un petit peu sur ta carrière, quel est pour toi ton plus beau souvenir? Tu as cité le Motocross des Nations, ça a été un souvenir exceptionnel. Après mon premier titre, après ma grave blessure en 2003, je me suis fracturé les cervicales, donc j'ai été champion du monde juste après. Ça a été un excellent souvenir. C'était, je dirais, l'apothéose, le résultat final de beaucoup d'années de travail. Ouais, puis je rappelle que le contexte aussi, c'est un petit peu comme quand la France a été championne du monde en 98, personne n'y croyait, tout le monde t'avait un petit peu enterré, t'avais touché toi aussi le fond, parce que une blessure au cervical, ça refroidit quand même pas mal, la rééducation est très très longue, et toi t'as été chercher ce titre-là, donc c'est voilà. Oui, c'est un contexte particulier. C'est une récompense suprême, même si c'est pas le plus grand titre qui existait, mais c'est un titre mondial. Ensuite, je t'ai dit les nations, mais bon, j'ai des années références où j'ai gagné énormément de grands prix dans toutes les cylindrées. Il y a le Motocross des Nations en Suisse aussi en 94 où j'ai gagné une manche devant tout le monde. J'ai énormément de bons souvenirs. Et globalement, dans ma carrière, moi, je garde que ça, que ce qui a été bon, et les graves blessures, les heures de rééducation, les heures passées à l'hôpital. Tout ça, c'est derrière nous, on les oublie plus vite que les bons. Et justement, au Motocross des Nations à Namur, on a vu qu'il y avait, nous, derrière la télé, on voyait qu'il y avait beaucoup d'émotions avec Luigi Segui et David Villemel. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette course, des anecdotes et comment tu as vécu ça, toi, de l'intérieur? Déjà, on était l'équipe, je crois, 2 ou 3, parce que on avait un réservoir en France. On a la chance d'avoir un réservoir de pilotes extraordinaire. Ouais. On l'a toujours d'ailleurs, quand on voit pour le Motocross des Nations, on aimerait plutôt celui-là que celui-là, etc. Et là, il y a eu un enchaînement de blessures et on s'est retrouvé avec une équipe qui, sur le papier, était moins performante. Mais par contre, on a tous été bons ce jour-là et tous motivés à 200%, une très bonne ambiance et forcément avec un résultat positif. C'était la première année d'Olivier Robert en tant que sélectionneur, je me rappelle. Et puis voilà, ce jour-là, tout est allé bien. Bon, on a eu la chance que les Ricains ne soient pas là. On a battu la Belgique chez eux. Pour gagner une épreuve comme ça, il faut toujours un petit peu aussi le facteur chance. On l'a eu ce jour-là et surtout la délivrance de gagner un titre qui avait jamais été acquis par la France. Et donc voilà, il y avait énormément d'émotions parce que gagner les nations, c'est quand même assez impressionnant. Oui, on sentait, nous, derrière l'écran, cette émotion, justement. On savait que vous étiez l'équipe B et justement, ça vous a fait vraiment quelque chose de gagner ce Motocross des Nations devant les Belges en étant, on vous avait tiré dessus un petit peu avant en disant que vous étiez l'équipe B et vous avez montré à tout le monde que il fallait compter sur vous. Et du coup, maintenant, on a un enchaînement, on trouve ça normal aujourd'hui de gagner le Motocross des Nations, alors qu'il faut se rappeler qu'à cette époque-là, c'était pas normal, c'était jamais arrivé, quoi. Non, c'est clair que la première fois où c'est arrivé, c'était pas normal. Après, ensuite, c'est vrai que vu le réservoir de pilotes qu'on a, aujourd'hui, on a la possibilité dans toutes les catégories de doubler les postes avec des mecs qui sont quasiment aussi bons l'un que l'autre. On peut même aller les chercher un enduro et ça fait mal. Quasiment, ouais.
puisque l'année dernière, c'est ce qui s'est passé. Mm. Christophe est quand même un très très bon pilote de cross et Oui. du monde, mais bon, il a surtout fait une course exceptionnelle en Angleterre. Mais c'est peut-être l'année où on va la perdre qui va être compliquée. Ouais, Voilà. ouais, ça se peut. Pour le moment, on gagne tout depuis 3 ans, je crois. C'est la 3e année consécutive, 4e. Ouais, c'est ça, troisième. Ouais. Troisième, Hein. Donc voilà, donc si on la perd à la fin de l'année, on va dire oh, c'est pas normal. Donc après il faut aussi voir que tous les moyens sont mis en œuvre pour que ça se passe bien. La fédération française met énormément de moyens par rapport aux autres équipes et les pilotes sont vraiment bien préparés, bien encadrés, avec un gros staff, des kinés, cuistots, etc. Donc forcément, on en revient toujours à la même chose. Il y a des moyens qui sont mis, qui sont beaucoup plus importants que les autres équipes, et forcément, il y a des résultats. Ouais, exactement. Ouais, ça paye. On ressent vraiment un esprit d'équipe dans cette équipe de France, et ça, c'est chaque année. Hein. Ouais, c'est la seule épreuve où justement le motocross des nations, tout le monde se parle. Après, le reste de la saison, on se parle plus. Tout le monde est dans son coin et se tire dessus. Mais quand on défend son pays, les couleurs de son pays, on oublie toutes les rancunes. Et on a un seul objectif, c'est d'arriver à gagner. Ouais, exactement. Et toi, justement, maintenant, tu es passé de l'autre côté, tu es coach. Et est-ce que tu peux coacher n'importe quel pilote? Alors, je peux coacher n'importe quel pilote à partir du moment où je détecte chez lui les possibilités. Voilà, en fait, ce que Je sais que tu allais me dire à partir du moment où il me paye. Non, faire du coaching, non, parce que se faire payer, c'est un autre problème, c'est un autre débat. Tu peux te faire payer, tu peux prendre 15 personnes, tu vas gagner beaucoup plus d'argent que si tu en prends droit. Par contre, tu vas pas prendre de plaisir. Aujourd'hui, la notion la plus importante dans tout ce que tu fais, c'est prendre du plaisir. Si toi, aujourd'hui, tu prends pas de plaisir dans ton émission, c'est mieux que tu l'arrêtes. Exactement. Et moi, franchement, j'ai la chance de pouvoir choisir des pilotes chez qui je détecte l'envie de travailler avec moi déjà, ça c'est la priorité. Et la deuxième chose, qui est des possibilités techniques. Ensuite, on met tout autour pour combler les déficits, essayer de les monter le mieux possible. Ouais, donc du coup, c'est plutôt toi qui vas choisir les pilotes, alors que c'est au lieu que ce soit le pilote qui te choisisse, si je comprends bien. Non, on se choisit mutuellement. Mutuellement, donc c'est les deux qui voilà, se choisissent. nous on discute, on a la possibilité, voilà, on a des discussions avec différents pilotes et après on sélectionne. On ne peut pas prendre non plus 18 pilotes. Ouais, exactement. Moi, je suis plus sur la qualité que la quantité, donc voilà. Après, ce qui est important, c'est de se fixer des objectifs, essayer de les atteindre avec la qualité des pilotes. Justement, par rapport au pilote que tu as en ce moment, donc que tu as choisi. Alors, je sais pas d'où vient Nathanaël Bress, mais je sais que Pierre Goupillon est breton, Liber est belge. Comment ça se fait qu'un sudiste comme toi est accroché avec ces gars-là? Pourquoi tu les connaissais pas d'avant, je suppose que tu les connaissais peut-être professionnellement, mais tu t'avais peut-être pas pas vraiment. Julien, ça fait 4 ans quand même que plus ou moins je l'ai suivi à l'époque où j'étais directeur sportif chez YAM en Grand Prix. Donc j'ai commencé là quand je m'occupais de Valentin, parce que je me suis occupé 4 ans de Valentin Guillot et en même temps je me suis occupé de Julien. Donc voilà, donc je connaissais ses qualités et donc voilà, on apprend sur le tard. Pierre Goupillon, il avait des qualités. Il m'a été présenté par Gérard Charot, qui est le père de Mathilde, qui est avec Marvin. Donc c'est pareil. J'ai discuté avec lui. Il est venu ici faire un test une semaine, voir si le courant passait, etc. Pour Nathanaël Bress, lui, il habite dans la Drôme. Il est pas très loin. Il a 1h30. Donc voilà, c'était aussi plus facile. Mais voilà, c'est déjà le premier contact est très important. Ensuite, on définit un petit peu les objectifs ensemble, et puis on essaie de les atteindre. Ouais, et on sait que tu as aussi Ivana, ta fille, qui roule, qui est blessée, il me semble, actuellement, c'est ça? C'est ça. Et Ma fille, elle est blessée cette année, elle ne refera pas de moto. D'accord.
C'est quand même différent. C'est pas facile à coacher un enfant, donc son propre enfant, c'est pas facile à coacher. Donc je m'en occupe pas vraiment. Elle me demande des conseils, je lui en donne, mais j'ai pas du tout la même implication que ce que je peux avoir avec mes pilotes. Un enfant, son propre enfant, ça coûte moins qu'un pilote extérieur. Ça écoute différemment, et puis si tu veux pas te fâcher avec, c'est mieux de pas le faire. Ouais. Ça, c'est mon point de vue, parce que bon. Il ne faut pas croire qu'un coach il rigole tous les jours, et même s'il aime ses athlètes, de temps en temps, il faut se mettre en colère. Et donc, c'est plus facile avec quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Ouais, ça s'est passé comment pour toi, justement, à l'époque où tu étais professionnel avec tes parents? Et mes parents, ils ont eu du mal parce que quand on a commencé, il y avait mon frère qui roulait aussi. Il était champion de France junior devant Jean-Michel dans les années 85, 86. Donc mes parents étaient d'un côté avec lui et moi j'étais avec mes grands-parents. Donc j'ai commencé comme ça. Et on a eu la chance de réussir tout de suite des bons résultats. Moi j'ai gagné directement le cadet, le mini-vert. Ensuite j'ai gagné le cadet, le junior. Donc je suis devenu professionnel très, très tôt. À 16 ans, j'étais tout seul et dans une structure officielle. Donc voilà, mes parents, ils ont pris le recul directement et ils nous ont laissé faire notre vie. Et les premières années, ça n'a pas été. Et puis voilà. Quoi. Et toi, justement. Mais mes parents, non, ils ont pris le recul, ouais, justement, et ils ont laissé faire. Et justement, toi, par rapport à ton pilotage, on sait que tu avais un pilotage fluide, un pilotage coulé. Est-ce que ça change beaucoup de nos jours, ou est-ce que tu inculques ce que tu avais fait toi à l'époque, ou est-ce que tu as complètement changé ceci? Non, j'inculque rien parce que les pilotes que je prends, ils ont déjà des qualités naturelles qui font qu'après on adapte, simplement. Après, bien sûr que le plus important, c'est de rouler le plus vite possible, le plus propre possible. Donc, mais c'est pas une obligation. Aujourd'hui, les techniques, elles ont évolué. Donc, je m'adapte en fonction du pilote. Et les pilotes, tu peux essayer de les faire aller très proprement, et il faut pas aller à l'envers du caractère du pilote. Toi, tu interviens sur les trois critères? Sur le critère technique, physique et mental? Ou que sur la partie technique? Non, pour moi, la partie technique, c'est la plus importante. Le mental et le physique, ça se travaille, ça se modifie. Techniquement, si le mec il a beaucoup de lacunes, t'as beau travailler jour et nuit, ça va être compliqué d'obtenir des résultats escomptés. D'accord. Ça, c'est mon point de vue. C'est peut-être différent des autres, mais moi, je fais ce que je vis avec mes idées et j'essaie d'aller au bout de mes idées. Et du coup, avec Pierre Goupillon, donc j'ai un petit peu discuté avec lui, il m'a dit qu'il commençait à trouver du plaisir en faisant du sport. Bon, il est quand même assez jeune, hein, c'est vrai que c'est compliqué de mettre les jeunes à faire des heures de vélo et tout ça. Ils préfèrent faire de la moto, je pense. Mais est-ce que tu peux nous dire, toi, et est-ce que tu sais à quel moment on a ce déclic? Ben, ça dépend du moment de quelle nationalité. Où le sport, ça devient un plaisir. Ça dépend quelle nationalité tu es. On revient toujours au problème actuellement. Je l'ai déjà dit dans diverses interviews, on est dans une génération très compliquée. Donc, c'est pas évident. Aujourd'hui, ceux qui vont réussir, c'est ceux qui ont le plus faim et qui s'arrêtent pas aux histoires de Snapchat et compagnie. Donc voilà, la story, pas la story, le Snapchat, le Facebook, le Twitter, le machin, etc. Ça pollue beaucoup, ça, les jeunes. C'est important, mais ça les pollue. Je vois les pilotes aujourd'hui, les jeunes pilotes, Pierre Goupillon le premier, ils descendent de la moto, ils finissent la manche, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le téléphone. On va voir ce qui s'est passé. C'est pour peu que tu aies fait un bon résultat, tu as 18 ou 50 notifications. Donc, forcément, voilà, c'est cette implication-là qui est différente. Et aujourd'hui, on voit des pilotes émerger de pays différents, de pays entre parenthèses pauvres, mais qui ont les dents par terre et qui veulent arriver au haut niveau. Et tant que ces mentalités vont pas forcément changer, ça va être compliqué pour nos jeunes de faire la différence. Donc aujourd'hui, 19 ans, 20 ans, c'est déjà vieux par rapport à des mecs qui arrivent qui ont 15, 16 ans.
Donc il faut percer rapidement. Et aujourd'hui, on n'a plus le temps d'attendre le Messi, quoi. Donc il n'y a plus de notion de dire est-ce qu'il va avoir le déclic, est-ce qu'il va prendre du plaisir. Non, s'il veut réussir, il faut qu'il bosse. Donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Et toi, Et eux, je continue. Pierre ou Nathanaël, ils ont la chance de s'entraîner avec Julien Lieber, qui est un des plus professionnels que j'ai connu. C'est un gros bosseur, un gros travailleur, et c'est l'exemple à suivre. Et c'est ce que je leur dis tous les jours. Pour réussir au haut niveau, il faut être bon partout. Que ce soit dans la diététique, que ce soit dans le suivi, que ce soit dans les boissons, je veux dire, tout ce que tu fais aujourd'hui. Un exemple, tu vas faire du vélo, si tu pars qu'avec un bidon d'eau alors que tu pars pour 2 heures et demie, tu vas devoir t'arrêter à un moment donné. Ouais, ou tu t'arrêtes. Tu vas avoir des crampes. Forcément, nous, on va pas s'arrêter, on va continuer. Mais si tu n'as pas de réserve, tu vas pleurer, quoi. Ouais. Donc, si tu pars pas sans barre énergétique, tout ça, ça part de là, quoi. Ah, c'est une éducation après. L'organisation est très importante. Et donc, je te dis, les mecs qui sont avec nous, ils ont la chance de s'entraîner avec des vrais pros et de voir comment ça se passe. Donc, après, s'ils assimilent pas tout ça, forcément, il y aura du déchet derrière. Toi, physiquement, tu les accompagnes tes pilotes, par exemple, aux sorties vélo, au footing, à la salle de sport, s'ils vont à la salle de sport. Est-ce que tu participes justement à ça, ou est-ce que tu leur donnes un programme et ils le font de leur côté? Non, moi, je participe à tout. Donc, je fais du vélo avec eux, je vais à la gym avec eux, c'est moi qui fais les programmes d'entraînement pour eux. Je fais tout de A à Z. Soit je fais tout de A à Z, soit je le fais pas. Donc, c'est un peu la caractéristique. Donner un programme à quelqu'un quand il a 1000 km, ça m'intéresse pas. On me l'a demandé plusieurs fois, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Aujourd'hui, si tu vis pas avec ton athlète, c'est compliqué d'avoir des performances à la hauteur des ambitions des uns et des autres. Donc tu restes affûté du coup, si tu participes à tout le physique de tes pilotes? Écoute, je suis autant affûté que quand je roulais dans mes plus belles saisons. J'ai eu un gros passage à vide parce que j'avais pris pas mal de poids. Et aujourd'hui, je suis dans un poids de forme assez intéressant. Et voilà, et ça, c'est pas parce que je fais que du sport, c'est aussi parce que je me suis remis pareil à la diététique, etc. Et à faire attention à pas me laisser aller, parce que justement, si tu veux être un bon exemple pour tes pilotes, il faut aussi être capable de pouvoir et de les suivre et de les tirer de temps en temps quand ils vont pas bien. Donc j'ai été obligé de remettre les bouchées doubles. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu as justement des regrets tu vois, ces choses-là, je pense que tu les as apprises avec l'expérience aussi, ce qui est normal. Mais est-ce que tu as des regrets par rapport à quand tu étais plus jeune de ne pas avoir su ces petits trucs de diététique et en sport aussi, c'est pareil, on se remet sans arrêt en question? Des regrets, on peut toujours en avoir. J'en ai pas réellement. C'est ce que je leur dis. Faites pas ce que moi j'ai fait il y a 30 ans plus tôt, quoi. Aujourd'hui, tous les conseils que je leur donne, c'est justement pour essayer de gagner du temps et être performant le plus tôt possible, parce que c'est plus compliqué qu'avant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Avant, il y avait beaucoup plus de pilotes qui pouvaient gagner leur vie, continuer à rouler, etc. Aujourd'hui, les taux se resserrent. Et si tu mets pas tout en œuvre dès le départ, ça va être difficile d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Donc voilà, on essaie de mettre tout en place pour qu'ils y arrivent. Non, exactement, ça a l'air de bien marcher parce que les pilotes que tu as eus, ça en sont plutôt bien sortis. Alors, il n'y a pas eu de titre, je crois, de tes pilotes, mais par contre, on a vu une belle évolution et une belle progression. J'ai eu une belle évolution avec Guillaume qui a été, qui en est reparti à l'Europe, champion d'Europe, 4e mondial, 7e mondial, 4e mondial, après passage. Et puis il se battait pour le titre en plus, en mondial. Il se battait pour le titre et tout ça, donc après, il y a eu des blessures, mais légères, qui ont un peu handicapé, donc à ce niveau-là, il est tombé contre un geyser qui a fait la carrière que l'on connaît, donc voilà, c'était un championnat assez difficile. Mais bon, on a gagné des grands prix. Effectivement, il n'y a pas de titres mondiaux, juste un petit titre champion d'Europe. Mais voilà, on a gagné des grands prix. On a fait des podiums à MXGP avec Guillaume. Donc, on fait de très belles performances. Après, forcément, si tu prends le meilleur pilote du monde et que tu le coaches, tu vas être champion du monde. Ouais, c'est plus facile, c'est sûr. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Quand Stéphane Evers gagnait tous les week-ends avec Erlings ou Jonas,
oui, c'est bien, mais bon, tu as quand même les stars, c'est quand même bien d'avoir aussi du travail et faire progresser les mecs, c'est quand même très excitant. Ouais, qui te rejoint là-dessus, c'est vraiment David Vuillemin parce que quand on lui parle d'Aldon Baker et tout ça, il dit non mais attends, Aldon Baker, il a pris des champions et il les a conservés en tant que champions. Ils ont tous été champions quasiment avant d'avoir été chez lui, quoi. Donc c'est pas pareil quand tu prends un gars qui sort du junior Ah ou ouais. voilà, un gars qui est jeune comme Pierre Goupillon et de l'amener au plus haut niveau. Voilà, là c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant, mais c'est sans doute plus de boulot, quoi. C'est beaucoup plus de travail, tu prends moins d'oseille, parce que Baker, Ouais. ça va. Mais bon, c'est sûr, quand tu prends un champion et que tu le fais continuer à être champion, tu passes pour un champion. Mais pour moi, c'est pas ça. Un bon entraîneur, c'est une équipe de foot moyenne. Je veux dire, l'entraîneur Damien a beaucoup plus pour moi, d'aura que le mec qui entraîne le Paris Saint-Germain. Voilà, quand tu fais avec Amiens 10e d'un championnat de Ligue 1, ben c'est quand même avec très peu de moyens. C'est que le mec, il doit être bon. Et c'est un Marseillais qui parle. Ouais, c'est un Marseillais qui parle, mais non, mais c'est la réalité. Je veux dire, aujourd'hui, on voit des choses dans le sport. Je suis pas très rugby, mais quand je vois Castres en finale du top 14, je me dis que l'entraîneur de Castres, il doit être bon. Ouais. Voilà. Après, à Montpellier, il doit pas être mauvais non plus, mais ils ont 10 fois plus d'argent, donc forcément, ils prennent de meilleurs joueurs et c'est beaucoup plus simple. Donc, donc voilà. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir la progression d'un pilote. Voilà, quand tu prends un pilote, il a un certain niveau et que tu essaies de le monter, même si tu ne deviens pas champion du monde, mais qu'il y a une progression, une belle progression, c'est quand même une grosse satisfaction. Ouais, bien sûr. Et toi, par rapport à ça, justement, est-ce que tu t'intéresses au championnat outre-Atlantique, au championnat des États-Unis, à l'outdoor, aux résultats? Est-ce que tu regardes les courses ou est-ce que tu as pas Alors, du tout le temps? j'ai regardé les trois premières épreuves du SX. Forcément, comme tout le monde, on regarde les trois premières et puis quand il y a des blessés et tout, après on ne les regarde plus. Ouais. On regarde des résultats le soir, après on n'est plus autant excité. Là, sur l'outdoor, franchement, j'ai rien regardé, j'ai juste regardé les résultats dimanche matin avant de partir à Pernes. J'ai pas vraiment vu d'image. Bon, on savait plus ou moins les résultats qui allaient se passer. Mais non, j'ai pas vraiment. Moi, je me focalise sur ce que je fais, c'est-à-dire c'est l'Europe. Je suis tous les week-ends sur les Grands Prix. Donc, je suis plus intéressé par ça. Mais effectivement, j'ai quand même un œil sur ce qui se passe là-bas. Ouais. Toi, ça t'a jamais intéressé de partir là-bas, aux États-Unis? Non, ça m'a jamais intéressé parce que non, moi je suis européen et j'aime la qualité de vie qu'on a ici. Après, voilà, je suis pas un fanat des États-Unis, même quand j'y vais quelques temps, au bout d'un moment, j'ai envie de rentrer. Donc, je sais que pour aller là-bas, il faut avoir la motivation, comme pour tout, et s'intégrer à la vie américaine, qui est pas facile. Donc, on le voit, il n'y a pas beaucoup de pilotes français qui restent après leur carrière énormément, et après, ils aiment bien rentrer ici. Donc, si tu vas là-bas, c'est pour faire le boulot et le faire bien. Moi, personnellement, j'ai eu des opportunités dans mes plus belles années, mais j'ai jamais osé faire le pas. D'accord. Bon, du coup, Nico, on parle un petit peu de l'US. Ouais, ben, on va parler des US, même bon, si il va pas regarder. Ma petite question quand même avant ça, parce que si tu t'inspires pas des pilotes américains, bon là tu dis que t'as pas trop regardé, mais tu regardes pas trop ce qui se passe, de l'évolution du sport, ce qu'ils peuvent faire, parce que bon c'est quand même intéressant de voir. Ils ont pas tout à fait le même pilotage que les Européens. Est-ce que toi tu penses qu'il y a du positif dans ce qu'ils font? Bon, déjà, il faut définir la définition, c'est que le motocross américain n'a rien à voir avec le motocross en Europe. Pour moi, la référence aujourd'hui en motocross, c'est Jeffrey Herlings. Ouais. C'est ni Tomac, ni rien. C'est Herlings. C'est le meilleur pilote du monde en motocross. Donc voilà. Donc, m'inspirer des États-Unis, c'est pas mon domaine. Je regarde, j'ai un œil attentif. Je suis supporter de Marvin parce que j'aimerais bien qu'il réussisse. Donc voilà. Pour moi, c'est un des plus beaux pilotes là-bas aux US avec Roxen. Après, c'est pas très européen, alors, très chauvin, Yves. Ouais, je suis chauvin. Non, je suis pas chauvin. Je regarde la technicité. C'est ce que je te dis. Pour moi, ce qui est important, le reste, c'est pas que je m'en fous, si tu veux. Mais quand je regarde Marvin piloter, je prends du plaisir. Quand je regarde Roxane piloter, je prends du plaisir.
quand je vois Tomac, ça va très vite, mais c'est quand même assez haché. C'est pas non plus la finesse d'un pilote européen. On a la chance justement d'avoir des pilotes européens qui ont cette finesse-là, et moi, c'est ce qui m'excite. Comment tu l'expliques ça? Parce que toi, tu étais pareil. Stéphane Ebert, était clairement comme ça aussi. C'est dû à quoi? C'est vraiment la différence que C'est dû tu au expliquais terrain tout à l'heure? ou c'est dû vraiment dans les mœurs à l'apprentissage du pilotage? Je sais pas, je pense que peut-être les terrains font que c'est plus difficile de rouler ici. Là-bas, les circuits sont beaucoup plus. Au départ, hein, quand tu commences, les circuits sont entretenus. Avant, c'est jamais entretenu ici. Et donc, forcément, tu étais obligé de rouler assez coulé pour aller vite. Donc voilà, après, j'en reviens, même Ferrandis, super pilotage, quoi. Techniquement, donc on a revient qu'il y a peut-être l'école européenne, elle n'est pas si mauvaise que ça. Donc voilà, et les managers non plus, parce que Roger De Coster, il est européen aussi, il est belge, et il aime tout le monde à la baguette, et ça se passe très bien. Donc, Oui, il donc, Ouais, il a été les coachs de l'équipe des US, c'est pour dire quoi. ouais. Mais bon, voilà, je regarde, j'ai un œil attentif, mais je suis pas non plus omnibulé, parce que je te dis, quand je vois du Erlings ici, ce qu'il fait, c'est phénoménal. Quand je vois un Gauthier Paulin sur une moto en pleine forme, c'est aussi beau, et bien plus beau que certains pilotes aux États-Unis. Donc voilà. Ouais, justement, si on parle des États-Unis, en 2,5, on a vu la victoire de Plessinger. Donc tu as vu ça, tu as vu les résultats, il a gagné les 2 manches. On s'attendait à avoir un Osborne en forme vu le week-end précédent, et en fait, Plessinger a mis la barre haute. D'ailleurs, en première manche, c'est Osborne qui fait 2, il était à peine un peu moins rapide. Mais bon, il a bien tenu. On a une belle seconde place de Alex Martin, troisième place de son frère Jérémy Martin, et 4 Zach Osborne justement qui est tombé en deuxième manche, et 5 on a Savaggi. Donc on a vu aussi de beaux jeunes pilotes, enfin de jeunes pilotes avec une belle vitesse. Je sais pas si tu as vu Cooper rouler. Non, j'en ai entendu parler, parce qu'on m'en a forcément parlé. Ouais. Très agressif sur la moto, assez rapide. On voit un pilotage fougueux, incisif, et on voit qu'il fait pas de complexe. Il arrive la première année et il est en tête, il mène des manches, et il a des pilotes de renom derrière lui. Et, Moi, j'ai envie de dire, c'est souvent arrivé ça quand même. Alors, je sais pas comment vous l'expliquez, vous, et particulièrement Yves, mais on a vu, par exemple, Thomas, que la première fois qu'il a roulé chez les pros, il a gagné, l'ouverture de l'outdoor à Hangtown. On voit souvent des jeunes, dans les premiers tours, les premières manches, ils explosent, quoi. Est-ce que c'est parce qu'ils ont eu l'habitude de rouler devant en amateur, ou c'est tout simplement, je sais pas, l'adrénaline, ou comment tu l'expliques, toi, Yves? Déjà, ça c'est la base. Moi, quand j'entends des pilotes, des jeunes pilotes dire, moi, je fais pas le junior, je vais à l'élite, je fais ci, je fais ça. Aux États-Unis, ils font pas comme nous. Ils brûlent pas les étapes. Donc forcément, la culture de la victoire, elle est très importante. Et ces jeunes, quand ils arrivent, forcément, ils ont tout gagné chez les jeunes. Ils se posent pas de questions et ils y vont. Et nous, spécialement en France, on a tendance à vouloir aller très très haut tout de suite, et on se brûle les ailes. Donc quand tu n'as jamais gagné de compétition et que tu te retrouves avec les grands, forcément, tu vas pas les gagner. Et justement, le fait d'arriver à gagner tout dans les amateurs leur donne de la confiance. Et lorsqu'ils arrivent chez les pros, surtout les premières courses, ils ne se posent pas de questions. Donc ça lance vraiment leur carrière. Et c'est ce qui leur permet après de continuer à gravir les échelons. Ouais, moi je te rejoins à ce niveau-là, Yves. On le voit aussi au niveau Ligue. Hein. Au niveau Ligue, on voit pas mal de pilotes qui veulent de suite aller en championnat de France, alors que ce soit national, junior ou élite. Alors qu'il ferait peut-être mieux d'être devant à la Ligue, de gagner plusieurs épreuves, de se mettre dans une spirale positive pour après passer au niveau au-dessus et faire étape par étape. Et ça, c'est peut-être ce que l'on voit un peu plus de l'autre côté de l'Atlantique, parce qu'eux sont obligés. En fait, ils peuvent pas aller directement en pro à n'importe quel âge, alors que nous, en élite, on n'a pas tellement ces limites d'âge. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que ils font pas de complexe, ils ont tout gagné en amateur, ils passent en pro et ils continuent à avoir cette spirale positive. Et ici, c'est mal vu. Hein. Quand tu dis à quelqu'un, tu fais la Ligue, le mec te dit non, moi je fais champion de France. Et je suis désolé, moi j'ai été champion de Ligue 80, champion de Ligue 125. Et après, j'ai fait le junior, et puis j'ai fait le cadet, puis j'ai fait le junior, et puis il n'y a pas de honte à gagner le championnat de Ligue. Ouais, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est un tremplin, donc ça peut être positif. Là-bas, voilà, les courses amateurs, c'est une tuerie. Moi, j'ai eu la chance de faire des courses amateurs
parce que je suis allé quand même m'entraîner aux US dans les années 90. On arrivait le dimanche, il y avait des motos partout, on roulait à 6 heures du matin, ça commençait. Et je me suis retrouvé avec des mecs que je connaissais absolument pas, mais qui tournaient comme des avions. Donc voilà, il y a cette culture de la victoire qu'on n'a pas ici en Europe. Et le fait, voilà, moi je suis pas vraiment surpris quand on me dit le mec il est champion amateur aux US, quand il va chez les pros, mais il est forcément devant, quoi. Ouais. Alors on le voit avec les jeunes pilotes, il y a 2 jeunes pilotes. Alors le nom du pilote Kawa, Nico, moi je me rappelle plus. Tu peux nous le dire? March Banks, Voilà, Mark de chez Banks. Pro Circuit. Ouais, lui aussi très très rapide, très très décisif, un petit peu à l'image de Cooper. Pilote fougueux avec un pilotage un peu moderne, avec voilà, des scrubs dans tous les sens, très agressif mais efficace aussi. Donc c'est plutôt beau à voir. C'est surtout le réservoir pour les teams officiels, parce que quand on voit, si on regarde tous les jeunes pilotes qui sont arrivés chez Pro Circuit à l'époque, et encore maintenant, ils arrivent des amateurs. On les prend chez les amateurs et on les grimpe jusque là-haut, quoi. Donc ça c'est important, quoi. Il y en a qui se plaignent un petit peu de ça aux États-Unis, qu'il y a un petit peu d'abus là-dessus. Il y a des teams comme Geico et tout ça qui vont les chercher de plus en plus jeunes. Il y a des gamins qui ont des contrats alors qu'ils sont encore en 65. Ils ont un contrat énorme, ils gagnent plus que des gars qui galèrent en 4,5 en Supercross, des gars un peu connus comme Kyle Chisholm ou voilà, j'ai pas d'autres noms qui me viennent comme ça en tête. Mais tu trouves ça normal, toi? Est-ce que c'est pas beaucoup de pression et ça fait pas prendre la grosse tête aux plus jeunes? C'est l'évolution de la vie. On le fait au tennis, on le fait au foot. Pourquoi on ne pourrait pas la moto? Ouais. Aujourd'hui, un pilote que tu signes pas très cher quand il est jeune, tu sais qu'il s'il réussit, il va valoir énormément d'argent. Une fois qu'il a signé un contrat, ben, il est un petit peu bloqué. Et ça permet, ça permet d'avoir un réservoir de pilotes exceptionnels. C'est un peu ce que fait KTM déjà ici. Hein. KTM Red Bull, ils ont des junior teams. Ils ont un réservoir de pilotes et on le voit, ils sont déjà en 125, en 2,5. Et les marques japonaises commencent à le faire, mais pas toutes. Et on va y arriver. On va arriver à ce qui se fait aux États-Unis, on va y arriver ici aussi. Allez, bon, du coup, j'enchaîne sur les 450. À 450, on a vu encore la victoire de Tomac, qui était clairement le plus rapide sur cette épreuve-là, en tout cas. Marvin fait 2 et 3, donc second au général. Anderson, qui était en tête de la deuxième manche et qui fait 3 au général. Donc il est un petit peu faibli en fin de deuxième manche et qui se fait passer juste par Tomac. Barcia et Rogzen. Rogzen, retour aux affaires. Retour entre guillemets gagnant parce qu'il a mené la première manche. Il s'est fait rejoindre un petit peu par manque de physique, mais on voit qu'il avait la vitesse. En deuxième manche, il est bien remonté. Donc vraiment, je pense que Rogzen va prendre petit à petit le rythme et peut gagner des manches, à mon avis, il peut gagner des manches. Toi, Yves, comment tu le vivrais, toi, à sa place, de revenir de plusieurs blessures, d'avoir vraiment des difficultés, et justement de revenir début du championnat, d'être pas à 100%, tu t'appréhenderais ça comment, toi? Non, j'appréhenderais pas. Déjà, ce qu'il a fait, c'est un miraculé. Hein. D'être là aujourd'hui, c'est exceptionnel. Moi, personnellement, je ne pensais pas qu'il reprendrait la moto par rapport à toutes les blessures qu'il a eues, les opérations, réopérations, etc. Ça aurait été quelqu'un de lambda, il aurait plus de main, peut-être même plus de bras. Mais bon, voilà, c'était très risqué. Ça prouve la volonté du grand champion qu'il est. Et voilà, une force de caractère, envie de travailler. Et surtout, ce que je disais tout à l'heure, techniquement, il est pour moi très très fort. Un des meilleurs. Hein, donc ça aide à justement s'économiser, à essayer de rouler différemment. Et c'est sûr que d'ici 4-5 courses, il sera, à mon avis, il pourra gagner des manches. Ouais, c'est vrai, on le savait fort techniquement, mais maintenant on sait aussi qu'il est fort mentalement parce que pour revenir, comme tu l'as dit, il faut une force de caractère assez énorme. C'est vraiment un pilote hors norme et on sait maintenant pourquoi il a été champion si jeune, on sait pourquoi il a atteint le niveau parce que c'est pas simplement une histoire de technique, mais lui il a, à mon avis, le truc en plus, voilà, l'étincelle en plus au niveau mental qui fait que il se démarque des autres, clairement. Ouais, c'est clair que c'est ce qui fait la différence de toute façon à ce niveau. Un 4 pilotes, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est le mental. Ouais. Et aujourd'hui, je crois que ce qu'il a prouvé déjà, lui, pour revenir, c'est pour retrouver son intégrité physique, font que le mec, c'est un tueur, quoi. Et donc, après, forcément, sur la piste, ça s'en ressent. Ouais, exactement. Donc là, en fait, sur cette épreuve, on a vu un trio
qui s'est détaché un peu avec en tête de trio, on va dire Thomas, qui était à peine un peu plus rapide. Bon, c'est pas beaucoup plus rapide, mais un peu plus rapide que. Enfin, à peine, pas tant que ça, parce qu'en deuxième manche, il était 6 secondes plus rapide que tout le monde en fin de manche quand même. Ouais, en fin de manche. Mais c'est vrai qu'au début de la manche, il a eu un petit peu de Mm. difficulté à remonter. Alors, il s'est fait gêner, il est pas très très bien parti. Mais bon, c'était pas, voilà, c'est pas un Erlings. Je veux dire par là que c'est pas un Erlings sur une course. À mon avis, Erlings domine un peu plus que Thomas à cette même période. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais enfin toi Yves, du coup tu n'as pas vu les manches, mais c'est vrai qu'Erlings est à mon Voilà, j'ai avis pas ultra vu les dominateur. manches. Après, c'est des circuits qui sont quand même très compliqués, très rapides. Il est difficile de faire la différence en début de manche parce que tout le monde va vite. Ouais. Et je pense que Thomas, physiquement, il est plus fort que les autres pour le moment. Et il gagne grâce à ça. Notamment par rapport à Roxen. Marvin, je sais pas, j'ai pas vraiment vu, donc je peux pas juger. Mais voilà, je pense que physiquement, il est plus fort que les autres. Quand il se sent fort, il est capable d'aller très très vite. Et c'est ce qui fait la différence. Ouais, Marvin est pas mal en ce moment là pour avoir vu les courses. Il est quand même pas mal, il est assez rapide, il lui manque une petite seconde, voilà, il me grattait quelques petites secondes. Il est toujours aussi propre, il est toujours, voilà, on dirait qu'il a une marge de progression encore tellement il est propre. À côté de ça, on voit Thomas qu'en vrac qui donne tout et Marvin, voilà, c'est propre, c'est droit, ça va vite, c'est efficace, mais bon, on se demande même s'il peut pas aller encore plus vite. À le voir. Marvin, de toute façon, il va gagner des manches, c'est clair, en fonction des circuits. Je pense que Glen Helen, c'est pas vraiment un circuit qui correspond au pilotage de Marvin. Ouais. Donc, il faut attendre un petit peu, mais il est clair qu'il en gagnera, lui aussi. Ouais, on a aussi vu Baguette qui a fait une belle chute, une belle remontée. D'ailleurs, on voit Bobby, Bobby en commentaire qui nous Oui. met ça. Toi, Mm. Nico, tu disais qu'il avait perdu sa poignée? Ouais, il a perdu sa poignée gauche, il a roulé la main directement sur le guidon, il a fini la manche comme ça. Donc lui, c'est pareil, c'est un battant, hein, Baguette. Je pense que il a beaucoup roulé blessé dans sa carrière, il sait ce que c'est, il va rien lâcher. Et l'année dernière, il s'est réveillé à la troisième épreuve, donc on va voir. Moi, pour moi, le championnat outdoor, il commence maintenant parce que ça va être des vraies pistes de motocross avec des grosses ornières et tout ça. Ça va démarrer maintenant, quoi. Ouais, malheureusement, on a vu Craig aussi, Craig qui faisait un beau début de championnat outdoor qui s'est blessé. C'est dommage, il s'est mis une belle chute à la réception du double. Ouais. C'est arraché les ligaments croisés, donc c'est dommage pour lui. C'est dommage. Mais bon, On verra Tout à ça. fait. Bon, ben, Blaise, on va libérer, je pense, notre invité du jour. On va juste avant ça, quand même, lui poser la question du jour. Ouais. Et la question du jour, toujours pareil, présentée par CBO. CBO Group maintenant, puisque ça a grossi. Quasiment toutes les marques disponibles chez CBO. Et évidemment, 8 Racing pour l'équipe déco. Donc voilà, n'hésitez pas à les contacter. Et si vous aimez cette question du jour, ben, je vais la pose tout de suite. C'est Blaise qui nous l'a concoctée ce soir. Et elle est pour toi, Yves. Comment continuer à progresser sans se blesser? Alors, est-ce que c'est possible déjà? Bien sûr que c'est possible. Pour pas se blesser, mais voilà, justement, c'est ce que je disais, c'est faire attention. On peut toujours se blesser, forcément, mais il faut éviter. C'est de pas sortir le soir et d'aller rouler le lendemain matin, par exemple, pour les Déjà, ça, jeunes. c'est la base. Ouais, ça, c'est la base. En fait, il faut rester dans la base. La base, c'est bien manger, bien boire, bien dormir avant d'aller rouler, bien préparer sa moto. Quand Pas tu faire dis bien boire, tu dis bien, ça veut dire bien s'hydrater. Je tiens à bien préciser parce que voilà, certains- faire attention à son hygiène de vie, bien préparer la moto aussi, pas oublier, pas le faire dans l'urgence, j'oublie de serrer la roue, je fais ci, je serre mal le guidon, etc. Et puis surtout prendre son temps, quoi, partir sur un circuit, apprendre le circuit avant de pouvoir rouler à 100%. Je vois énormément de pilotes qui arrivent, ils mettent le casque, ils sont pas échauffés, ils sont rien du tout, ils montent sur la moto, ils partent à fond, ils finissent pas le tour. Ils disent, ah, j'ai pas eu de chance, je suis tombé. Non, c'est pas vrai. Donc, Ouais. Déjà, si tu mets pas toutes les chances de ton côté, donc, forcément, tu n'auras voilà, pas de chance. forcément, il y a une méthode qui est toute simple, c'est voilà, pas brûler les étapes. On en parlait tout à l'heure pour les championnats, pour les futurs champions. Et là, c'est pareil pour aller t'entraîner, pour qu'un amateur, savoir s'arrêter aussi quand on se sent fatigué, pas forcément. Il y a plein de mecs qui disent putain, mais j'avais fini mon entraînement, j'ai voulu repartir pour 5 minutes et je me suis cassé le pied. Il fallait s'arrêter à ce moment-là. Donc, écouter son corps, c'est important. Ouais, après, on a parlé aussi la semaine dernière sur le live avec Nico, mais moi je rajouterais juste une chose pour un pilote qui n'est pas. Je mets une minute de prendre le câble parce que j'ai plus de batterie. Vas-y, Ah, vas-y. Vas-y, vas-y.
Ah, mais du coup, je continue. On a parlé justement avec toi, Nico, la semaine dernière. Je rajouterai juste une chose. Moi, c'est de prendre du plaisir, que ce soit à l'entraînement ou en course. C'est essayer de faire passer le plaisir avant le résultat et non pas l'inverse. On a pas mal de pilotes qui cherchent à gagner et une fois qu'ils gagnent, ils sont contents. Comme dit, C'est bon, Yves? excusez-moi. On te retrouve? Attends, je vais me brancher une minute. Vas-y, Non, vas-y. mais ce que je disais, la notion de plaisir, c'est très important. Ouais, exactement. Et quoi que tu fasses, il faut prendre du plaisir. Et quand tu es fatigué sur une moto, tu prends plus de plaisir. Donc, on parlait récemment, la base de tout, c'est voilà, c'est cette notion-là, et ça, c'est le plus important. Ouais, exactement. Et du coup, en commentaire, on a Vial Valette qui nous demande que dirais-tu à Blaise pour le motiver à s'inscrire au Touquet? Justement, Yves, parce que ouais, ils savent très bien que j'aime pas trop le sable, je suis pas trop pilote sable, tu vois, et du coup, je suis pas hyper motivé par le fait de m'inscrire au Touquet. Donc toi, tu me dirais quoi pour me motiver? Ben, moi, tu m'as donné déjà la réponse. Vu que tu n'es pas motivé, il ne Voilà, faut pas le faire. exactement. Ouais, mais bon, attends, il va pas s'échapper comme ça. Moi, je le chauffe aussi. On aime bien les défis chez MX Réflexion. Moi, il m'a fait quand même faire un backflip. Alors, j'ai fait que dans la mousse. L'objectif, c'était de le faire dans la terre. Mais bon, déjà, je me suis vu mourir hein, dans la mousse. Donc, moi, j'ai envie qu'il fasse le Touquet quand même. Ouais, après, tu peux le faire, hein, c'est sûr. Hein, tu vas jusqu'à la ligne de départ, tu fais un tour tranquillement. Voilà, après, ça dépend des objectifs que tu te fixes. Non, Faire non, le tout, n'importe qui peut le faire. Après, le terminer, c'est pas évident. voilà, quitte à le faire, c'est le faire bien, quoi. Voilà. Se mettre en Le faire gros. bien, Non, il faut c'est qu'il des heures passe l'hiver d'entraînement. au Segor et tout ça. Là. Il faut qu'il Ouais. fasse la totale. Et oui, là, si tu te fais toutes les courses, voilà, prévois un gros budget matériel parce que ça mange. Bon, du coup, Donc, je suis pas encore prêt. Je suis pas donc encore prêt voilà, à et c'est des ça. heures d'entraînement. On verra ça plus tard. Hmm. Bon, en Ça tout cas, va. merci beaucoup, Yves. Du coup, restez avec nous. On va faire le tirage au sort pour gagner le pack Life Experience. Et on Ouais, te on va appeler remercie, en tout Axel cas. Aletru, il est prêt. Il m'a écrit, il m'a dit qu'il était prêt. T'as un petit message à faire passer à Axel, toi qui le connais un petit peu? Je lui passe le bonjour, je suis son actualité aussi. Je l'ai vu c'était à Romagné, donc Ouais, je fais un petit coucou et je lui souhaite bonne chance pour la suite. ça marche. En tout Bon, ben, cas, merci beaucoup, Yves, et on te dit à la prochaine fois, et on se verra sans doute sur l'élite, sur les prochaines épreuves. Pas de souci. Merci bien. Bonne soirée. allez, Salut, merci. bonne À soirée. Au bientôt, Yves. revoir. Au revoir. Bon, ben, Blaise, je te laisse faire Allez. tes manips de ton Allez, je côté. vais gérer ça. Donc, du coup, ben, pour le tirage au sort, je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Ça va être très simple. Justement, je fais apparaître ici la grille avec, ben, vous le voyez, tous les participants. Donc, nous avions 73 participants. Ceux qui ont acheté plusieurs tickets, ben, bien sûr, apparaissent plusieurs fois. Ils ont plus de chances de gagner que les autres. Donc, ça va être très simple. Il y a une Tu fonction avais sur une Excel. petite précision aussi. Bon, je te laisse appeler Axel, mais je vais peut-être expliquer aussi le principe. C'est qu'on devait, on devait offrir une paire de lunettes portée par Joey Savaggi et signée par Joey Savaggi, une paire de lunettes Scott, au 90e ticket vendu. Bon, malheureusement, on n'est pas allé jusque-là. On a peut-être été un peu ambitieux et bon, c'est dommage. C'est dommage surtout pour l'association. Mais c'est pas grave. On va pas la garder pour nous. Blaise n'ira pas au Touquet avec les lunettes de Savaggi, ça c'est Dommage. sûr. Et du coup, il y aura deux tirages au sort. Il y aura un tirage au sort pour la Life Experience, et gagner ce fameux week-end au Grand Prix avec nous, et bon, avec tout le pack VIP Gold que vous connaissez si bien, et au sein du Team Bell Racing aussi. Et en plus de ça, il y aura un autre petit tirage au sort avec cette fameuse paire de lunettes. Et que vois-je Ah, apparaître? Ah, Comment ça va, Axel? salut les gars, alors là, Axel, attends, on te voit pas. Hop, c'est bon, je te fais apparaître. Hein, de ce c'est pas. bon? C'est bon. Alors, avant le tirage au Voilà. sort, tu vas nous Ouais, expliquer. je regardais là, je passe le coucou à Yves aussi. J'étais sur la fin de votre live, j'ai regardé ça. Bon, Bon, parfait. tu es Bon, où, on Axel? rappelle. Parce qu'on sait que tu parcours le monde en ce moment, là. On te voit, t'es plus souvent dans les aéroports. Ah, Ah, Nico nous a on a- quittés. Comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que tu fais? ouais, bah effectivement là, en ce moment, tous les 2 jours, je suis dans un avion ou dans un train Ouais. ou dans les grèves. Donc autant vous dire que les voyages c'est un peu compliqué en ce moment. Je passe beaucoup de temps en dehors de chez moi et je repars encore là après-demain. Donc petite pause avec vous dans le live pour faire ce superbe tirage au sort
avec Sign Up. Bah, on rappelle un petit peu les faits, ceux qui n'ont pas suivi. Donc, comme tu le disais, Nico, avant que tu arrives, il y a 2 choses à gagner ce soir pour ceux qui ont participé à la loterie. La première chose, c'est la paire de lunettes dédicacées par Savaggi. Deuxième chose, c'est le gros pack VIP d'une valeur de plus de 1000 euros, même une valeur inestimable parce que ben, celui qui gagnera ou ceux qui gagneront pourront passer un week-end au Grand Prix de France à Saint-Jean-d'Angély en immersion avec le team Bud Racing, avec bien sûr le pack Gold VIP, dîner aux chandelles dans la tonnelle YoStream, voilà, pas mal de choses. Et là, avec la personne de son choix aussi. En plus, donc 2 tickets. Donc ça c'est quand même pas mal. On procède au tirage. Axel il dit ça parce qu'il préfère qu'il vienne avec sa copine, le mec, forcément. Ouais. Bah oui, c'est mieux de venir à 2 que tout seul. Hein. Allez. Bon, mais Blaise, je te laisse mettre le tableau Excel à la place de ton visage. Tirage, bon, mais c'est à la place de mon visage et du visage d'Axel aussi. On te voit pas, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. C'est pour ceux qui gagneront la paire de lunettes. Donc, Allez. ouais, d'ailleurs, ces tirages au sort, Blaise, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça va se passer? Parce que tout le monde va nous accuser de tricheur, parce qu'il y a pas mal d'amis à nous qui ont participé. Donc, si jamais il y en a un d'eux qui gagne, eh ben, on peut être mal vu. Alors, mais bon, regardez, c'est pas tu es compliqué. ingénieur informatique, est-ce que tu peux expliquer ce que tu vas faire? Alors moi qui suis un as d'Excel, vous allez voir, vous avez en live là tous les participants, donc le nom de tous les participants. Ici moi j'ai mis une fonction qui s'appelle aléa entre bornes de 1 à 73. Je vais mettre égal, j'appuie sur entrée et on va avoir un numéro qui va apparaître et justement en face de ce numéro, ben, ça sera le gagnant des lunettes dédicacées par Savaggi. Donc je vais le faire tout de suite. Attention, on va faire comme à la télé, un roulement de tambour. C'est à toi de le faire ça. Ouais, je maîtrise pas trop le beatbox et notamment le roulement de tambour, c'est pas trop dans ma... Allez, c'est parti. J'appuie sur entrée. Donc c'est le numéro 50. Et le numéro 50, c'est notre ami Aurélien Pomaré. Donc Aurélien, félicitations à toi. Tu as gagné une paire de lunettes dédicacées par Joël Savaggi. Donc, est-ce que tu peux nous dire, Axel, rassure-moi, c'est pas une paire de lunettes que tu avais en 2010 quand tu roulais encore en Grand Prix, c'est pas tes lunettes à toi. Hein. Elles ont bien changé depuis les Scott. Non, mais cet hiver, j'ai eu la chance d'aller voir Anaheim 2 et j'ai vu Yon Primo qui était là et du coup mécanicien pour Pro Circuit et du coup pour mécanicien pour Circuit, ouais. Et du coup, on a parlé un peu de sign-up, on a échangé là-dessus et il m'a dit je vais te chercher une paire de lunettes de Savaggi pour mettre en jeu, pour aider sign-up. Et du coup, voilà, c'est fraîchement ramené des États-Unis, quoi. Bon, mais c'est cool. Félicitations. Parfait. Donc Aurélien va être content. Il gagne une paire de lunettes. On prendra contact avec toi, Aurélien. Tu vas recevoir un petit mail et voilà. Et Axel s'occupe d'envoyer tout ça puisqu'elles sont actuellement chez lui à Lille dans le grand froid. Allez, j'enchaîne avec le gros pack, du coup, le pack VIP, comme on l'a dit tout à l'heure, pour une valeur de plus de 1000 euros. Là, c'est quand même énorme. Là, j'aimerais pouvoir faire le roulement de tambour parce que c'est quand même vraiment énorme. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si les gens sont en live aussi pour regarder qui est-ce qui va gagner. Qui va gagner. Est-ce que le vainqueur est-il là? On va voir. Allez, on va le voir. Qu'est-ce qu'on fait? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si Aurélien, tu es en live, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Donc, on va voir. Allez, c'est parti. Donc c'est le numéro 53 ce coup-ci. Numéro 53 qui est... Il y a beaucoup de 50. Hein. Sébastien Desmarais. Je sais pas comment on dit. Et Sébastien, félicitations à toi. Tu as gagné un gros pack VIP pour le Grand Prix de France. Donc vraiment bravo. On peut dire que la soirée a bien démarré pour lui. Carrément. Exactement. Donc on a Aurélien qui est là et Sébastien qui ont gagné. Alors, on a de la chance, on les connaît pas, donc comme ça au moins. Il est en live en plus, Sébastien. Il nous a dit présent. Félicitations, Sébastien. Félicitations. Voilà. Pareil, on va prendre contact avec toi par email. Voilà, t'as gagné 2 nuits d'hôtel dans l'hôtel de Kyriat de Sainte. Tu vas passer 2 jours de folie au Grand Prix de France à Saint-Jean-d'Angély, accompagné par moi-même. Il y aura même notre producteur vidéo, puisque tu pourras ramener de beaux souvenirs de ce week-end-là. Tu verras Axel Alétru, tu verras ça Blaise Abadi aussi, le fameux Blaise Abadi que tout le monde veut voir sur les courses de l'élite où il m'envoie tout seul. Et puis voilà, tu pourras boire du champagne avec les Monster Girls. Enfin, tu vas faire des trucs de malade, je peux te dire. Et tout ça avec la personne de ton choix en plus. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est ça, exactement. Et tout ça en ayant fait en plus une bonne action, donc c'est cool.
C'est cool, on a récupéré un petit peu d'argent, Axel. Alors, on espérait plus, toujours pareil, parce qu'il a fallu couvrir quand même quelques frais, notamment pour l'hôtel et tout ça, des choses que malheureusement Kyriad ne nous fait pas cadeau, malgré que ce soit pour la bonne cause. Mais bon, c'est cool. T'es content quand même, au moins l'association aura eu un petit peu de vue. C'est cool, après c'est un début. J'espère faire d'autres actions et que les gens prendront vraiment, que le sign-up prend de plus en plus d'ampleur. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas du tout connu et c'est vrai que quand les gens ne connaissent pas forcément, ils ont peut-être un petit peu peur de s'aventurer. Parce que c'est vrai que le pack est tellement ouf que parfois il y en a qui peuvent se dire c'est peut-être une arnaque, c'est quoi, ils débarquent de où cela. Mais non, c'est bel et bien une vraie action et j'espère qu'il y aura encore plus de monde et n'hésitez pas à partager tout ça au maximum. Comme ça les gens pourront relayer et puis on pourra aider de plus en plus de personnes dans le besoin. Et en plus, nous, aller sur les circuits, alors avec accompagner les gagnants, ça va être un plaisir. Donc, voilà. En plus, surtout, je tiens à dire qu'on va mettre tout ça, le jour J, on mettra tout ça, on mettra des stories, on mettra des photos et on mettra la journée du vainqueur après un teaser, pour récapituler un petit peu et faire voir ce que la personne a gagné pour mettre en jeu d'autres lots la prochaine fois. Ouais, en tout cas, félicitations Aurélien et Sébastien, je vois qu'ils sont en direct, donc bravo à eux, vous allez gagner, donc c'est parfait, j'espère que vous êtes contents, nous en tout cas on est contents de vous en faire profiter, donc voilà, merci à l'association aussi d'avoir fait ça, c'est parfait. Merci à MX Réflexion de relayer, merci de nous accompagner dans le projet, donc c'est sympa et voilà, encore plein de choses à venir. Restez connectés. Et toi aussi, sign up à ton tour. C'est comme ça qu'il faut sign dire. Up, voilà, c'est ça le slogan. Faut que ça devienne un réflexe. D'ailleurs, certains potes de la moto viennent me voir parfois. La première chose qu'ils me disent, je sign up. Et toi? Bon, mais c'est cool. Ouais, en tout cas, ça va faire plaisir. Tu vas venir toi aussi, Axel, au Grand Prix. J'ai pas dit de bêtises. Hein. Ouais, justement, j'allais confirmer. Donc, je vais venir. Donc, ça va être cool. Je pourrai accompagner Sébastien aussi avec la personne de son choix. Lui faire aussi un petit peu part de mon expérience d'ancien pilote de Grand Prix. Ça va être sympa de pouvoir échanger. Donc, moi, je tiens à dire que Axel Létru, il gagne à être connu. Parce que moi, nous, ça fait un petit moment là, qu'on est en contact justement pour cette life experience. Et je me suis régalé à tes côtés pour ce projet. Il y a eu des hauts et des bas. Mais beaucoup de nuits où on n'a pas trop dormi. Mais bon, c'est cool. Et je pense que les gens vont se régaler à tes côtés. Non, ça va être bien. Puis tout ça est fait dans la bonne ambiance. Donc Puis Grand Prix de Saint-Jean, ça va être la fête. En plus, avec Bud Racing qui nous accueille. Donc VIP partout. Que demander de mieux? Surtout pour les gagnants, quoi. C'était un super week-end. Bon, mais merci à toi, merci à tout le monde. Merci aussi à Bud Racing qui a joué le jeu. Donc c'est cool. C'est parfait. Ouais. Merci les gars, on se retrouve nous pour le prochain live, je pense que ce sera lundi prochain, de toute façon on va tous informer. Et Axel, pareil, on t'avait déjà eu un live il n'y a pas si longtemps que ça, donc on te reprendra, on attend que tu sois champion olympique ou un truc comme ça pour te reprendre, il faut que tu sois meilleur que ça. Oui, justement. Tu gagnes le Dakar. Le Dakar en 2020 et voilà, j'étais au championnat de France de natation il y a cette semaine là, et j'ai peut-être des bonnes nouvelles pour les années à venir. Donc, cool. Voilà. Non, je n'ai pas dit mon dernier mot. Comme ça. Bon, ça marche. Et bien à bientôt. Salut à tous. Merci à tout le monde et à bientôt. Allez, salut.